Bien, bonjour, bon après-midi à tous. J'espère que jusque-là tout se passe bien. Moi, j'étais très honnêtement assez surpris en découvrant le sujet de la blockchain dans le programme des conférences cette année. Je me suis dit, mais vous êtes sûr que les gens vont venir écouter un truc sur la blockchain, qui est un sujet d'abord 100% prospectif, secondo extrêmement technique. Et on m'a dit, non, non, tu te rends pas compte, la blockchain pour le transport et la logistique, c'est de l'ordre du coup de foudre. C'est-à-dire que quand on vous explique la blockchain la première fois, et on va le refaire ici parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément un concept d'une évidence absolue, tout à coup, on vous décrit une plateforme, une technologie qui est à la fois collaborative, c'est-à-dire que tous les acteurs peuvent l'utiliser en même temps, qui permet de mettre ensemble des données, mais des données qui sont validées, qui sont signées, qui sont horodatées, qui sont irrévocables. Ça commence à ressembler à une plateforme de gestion de la logistique du futur, surtout d'un futur qui se dessine au fur et à mesure de la révolution numérique au sens large et puis de la dématérialisation des échanges et du reste. On a donc un grand panel aujourd'hui pour parler de la blockchain. Je vais leur demander à tous de se présenter et de nous expliquer, peut-être de manière assez synthétique, quel est leur intérêt pour cette technologie. On va commencer tout au bout, avec Rodolphe. Pardon. Franck Augustin, bonjour. Donc moi je suis un des 4 cofondateurs de la startup Transchain qui aujourd'hui est en train de développer sa propre technologie blockchain qui est 100% dédiée à la supply chain et à l'ensemble des acteurs de l'écosystème supply chain. Donc notre vocation c'est d'être dépositaire d'une technologie qui va répondre à l'ensemble ou du moins à beaucoup de problématiques qu'on rencontre dans l'écosystème supply chain. Aujourd'hui notre force c'est qu'on a réussi à réunir des talents qui venaient de divers horizons, des doctorants en big data, des ingénieurs project informatique et moi-même qui est issu du monde du transport parce que je suis petit-fils et fils de transporteur. Donc les problématiques issues du terrain, je les connais bien et je peux les traduire au quotidien pour mes collaborateurs et mes cofondateurs. Donc Vincent Levasseur, je suis responsable de l'innovation pour Bolloré Transport et Logistique sur toute la partie digitale. Bolloré Transport et Logistique, c'est une activité de freight forwarder, effectivement, avec Bolloré Logistique, mais aussi plus de 20 concessions portuaires, notamment en Afrique, avec Bolloré Port. Toute une activité d'énergie, distribution de fuel avec Bolloré Énergie et Bolloré Rail aussi sur des concessions en Afrique. Côté innovation, il y a 3 piliers au sein de Bolloré Transport et Logistique. L'Internet des objets, et ça je pense que tous les acteurs qui sont déjà dans cette pièce, vous travaillez ou vous êtes en tout cas de mettre en place un certain nombre de projets d'objets connectés. Nous avons toute l'intelligence artificielle qui part de la robotisation, l'automatisation jusqu'à l'interaction complexe. Et en fait, le 3e pilier qui va devenir un axe stratégique pour le groupe BTL, c'est la blockchain dans toutes ses déclinaisons et pour l'ensemble de ses métiers. Donc on a une équipe qui est complètement dédiée aujourd'hui à l'innovation pour l'ensemble de ces 4 activités. Et nous sommes maintenant plus que convaincus que la blockchain va avoir un impact majeur sur nos activités dans le futur et même sur les métiers de demain au sein de la supply chain. Bonjour à tous, moi je suis Rodolphe Allard, le fondateur de Chronotruck, qui est une plateforme de mise en relation d'expéditeurs, des entreprises, avec des transporteurs qui ont de la capacité disponible. Donc en tant que plateforme, on a deux notions très importantes qui nous amènent à prendre en considération la blockchain de manière majeure. La première, c'est la notion de traçabilité. La traçabilité dans le transport, à la fois des prestations, mais aussi des transactions et de la transaction dans son ensemble entre les opérateurs qui utilisent notre plateforme. Et puis enfin, la deuxième notion, la notion de tiers de confiance.
Cette notion de tiers de confiance est très importante, c'est en particulier quand on a une plateforme web, et l'impact de la blockchain dans cette mise en confiance et sur la sécurité de toutes les informations qu'elle va contenir, évidemment, va nous impacter en premier lieu. Voilà. Donc bonjour à tous, pour ceux qui étaient là ce matin, s'il va y avoir de la redite, pour ceux qui n'y étaient pas, ben voilà, je me présente. Donc Thierry Grumiaux, je travaille à la FNTR, qui est la Fédération Nationale du Transport Routier, qui est, je le rappelle, la première fédération du transport française représentant un petit peu plus de 44% des entreprises adhérentes à une fédération, 227 000 salariés, un peu plus de 4 700 adhérents. Et bien évidemment, nos rôles au niveau fédération, c'est non seulement de l'information et de la représentation des entreprises que nous représentons auprès de l'administration, de la défense de leurs intérêts, mais c'est aussi et surtout aujourd'hui, je dirais, une mission d'accompagnement sur cette révolution technologique qu'on est en train de vivre. J'en parlais ce matin en parlant même à la limite d'une nouvelle révolution industrielle qui est en train effectivement de se profiler et qui est même aujourd'hui et même déjà réelle. Et le discours, c'est de dire que si les entreprises de transport, mais pas que d'ailleurs, parce que ça touche aussi tout un tas d'autres entreprises, si bien évidemment les entreprises de transport ne se saisissent pas de ces nouvelles technologies maintenant, demain, ce seront d'autres qui leur imposeront un certain nombre de standards et d'utilisation d'outils qui ne vont pas forcément aller dans le sens qui va bien. Et donc au sein de la FNTR, on a monté maintenant depuis 1 an et demi, on a travaillé sur la lettre de voiture électronique avec nos amis et partenaires de Transfollow, mais il se présentera lui-même. Et on considère, enfin, de toute façon, cette lettre de voiture, elle est déjà, on va dire, une mini blockchain. Mais pour nous, donc, cette lettre de voiture, elle n'est qu'une étape. La finalité, en fait, c'est d'arriver effectivement à monter une blockchain globale transport. Et là, on a monté effectivement aussi un groupe de travail sur une forme de consortium dans lequel on a le ministère, les administrations, etc. On a Franck aussi, Augustin de TransChain, parce qu'effectivement, il est fils et petit-fils de transporteurs et que pour nous, c'était quand même aussi quelque chose d'intéressant de ne pas avoir à réexpliquer ce qui était notre métier et qu'on avait quelqu'un qui comprenait réellement. Mais il n'y a pas que Franck, il y a un certain nombre d'autres acteurs et pas parmi les plus importants, en tout cas dans les nouvelles technologies. Et donc, on considère qu'effectivement, la blockchain, au même titre que ce que disait monsieur de Bolloré, c'est quelque chose qui va effectivement apporter énormément de choses au monde du transport. Et il est clair que le monde du transport et de la logistique, c'est un secteur dans lequel la blockchain doit et ne peut que s'épanouir. Et c'est une évidence. Alors, on a un invité qui vient d'au-delà de nos frontières. Hi René, introduce yourself. Yeah, I'm René Bruine from Transfollow. First of all, let me apologize that I do this in English, but my French isn't that good. I'm general manager of Transfollow, an ECMR provider solution. I think I'm one of the co-fathers of ECMR, and ECMR is about trust. It is about the proof of delivery, that both parties really know what they have signed for, that they signed the consignment note. That's what ECMR is all about. And I think blockchain is also about trust. So it's a marriage made in heaven. And that's why we engage several projects within the Netherlands and now also in Germany with some banks, with a letter of credit and the invoice, because the proof of delivery is, for me, the trigger for the invoice. Et enfin, à mes côtés, Jean-Christophe Cuvelier. Bonjour à tous, donc Jean-Christophe Cuvelier, je suis président de la commission digitale de TLF, mais en plus de ça j'ai la vice-présidence développement et puis innovation du groupe Cristal. Le groupe Cristal, c'est un groupe de freight forwarding français de taille intermédiaire, 130 millions d'euros. Donc autant dire qu'on est le petit des gros ou le gros des petits. Donc on est dans la position la plus inconfortable qu'on peut avoir sur le marché aujourd'hui. Donc les sujets d'innovation pour nous sont des sujets qui sont très importants parce que c'est les sujets qui vont nous permettre de construire notre avenir et puis de nous repositionner sur le marché. Donc en fait on poursuit deux grandes routes. La première route, elle est à très court terme. On est en train de mettre sur le marché une plateforme digitale qui s'appelle MyTower, qui est une plateforme collaborative qui permet de partager des processus digitalisés du transport et de la douane entre les chargeurs et puis les commissionnaires transport, les brokers, les transporteurs. Donc ça, c'est un sujet court terme.
Et puis on a des sujets qui vont nous permettre de préparer l'avenir. Et dans cette feuille de route, on a 3 sujets. Donc on a un sujet en recherche et développement qui va toucher toute la partie algorithmie, et en particulier les algorithmes de fixation du prix en temps réel du transport, notamment maritime et aérien à l'international. Donc ça, c'est un gros sujet de recherche chez nous qui doit nous permettre de faire des gains de productivité en tant que commissionnaire, mais aussi proposer des gains de productivité chez les chargeurs. On a un deuxième sujet de recherche qui touche autour des objets connectés, et justement comment on va intégrer les datas de tous les objets connectés dans nos plateformes collaboratives, et puis quels sont les nouveaux usages qu'on va en faire. Et le troisième sujet qui nous concerne aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est le sujet de la blockchain, dans lequel on a identifié des vrais cas d'usage pour l'avenir, et sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Ceci dit, ça reste une technologie, c'est pas une solution. À nous de créer la solution demain. Donc c'est des solutions collaboratives. La blockchain n'étant que la technologie qui va nous permettre de créer ces usages. Alors on le disait, hein, la blockchain arrive à une sorte de moment presque magique. C'est-à-dire, on disait dans la table ronde de ce matin que vous étiez dans l'ensemble d'une industrie qui était encore au début de la fin du fax. Mais c'est pas mal. C'est un peu comme l'équipement en mobile, par exemple, dans pas mal de pays du Sud, où tout à coup, il y a des pays qui sont passés directement de pas de téléphone à la 3G ou à la 4G, sans passer par un réseau filaire, parce que l'investissement d'un réseau filaire, c'est quelque chose de massif qui prend du temps et qui coûte extrêmement cher. Donc finalement, en être encore au fax aujourd'hui et pas vous être fixé sur des plateformes d'échange numérique inscrites dans la loi ou inscrites très, très fermement dans les usages, c'est pas mal. Ça vous permet de faire une sorte de petit saut de puce technologique vers la suite. Et la suite, si c'est de la blockchain, alors on verra après quelle blockchain et comment, parce que c'est un débat qui ne fait que poser des questions. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on va se mettre d'accord sur une solution. Peut-être d'abord, on va juste réexpliquer ce qu'est la blockchain. Alors chacun a une façon personnelle de le faire. Moi je fais référence, tout le monde sait ce que c'est que le peer-to-peer, c'est-à-dire j'échange des fichiers avec d'autres, et donc les fichiers sont à la fois partout et nulle part, parce qu'ils sont chez tous les gens qui les détiennent et qui les partagent avec le reste. La blockchain, c'est un peu la même chose, mais c'est la même chose où non seulement les données seraient dans le réseau, mais le logiciel aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de point central où se trouve le logiciel, de serveur central où il se trouve. En gros, si vous utilisez le réseau de la blockchain, vous en êtes aussi un acteur, on dit un node, un nœud, et c'est vous qui portez aussi une partie du logiciel et des données. Sur ce réseau, on fait transiter des informations, mais qui sont organisées dans quelque chose qu'on appelle un ledger. L'analogie, là, c'est celle du livre de compte, c'est-à-dire un livre de compte dans lequel chaque ligne que n'importe quel utilisateur va ajouter est validé, c'est authentifié, signé, horodaté de manière absolument vérifiable, et puis irrévocable. Comme dans un vrai livre de compta, on ne peut pas aller effacer une ligne de compte. Une fois qu'on a dit ça, on a à la fois tout dit et rien dit, parce que dans ce livre de compte-là, on ne met pas juste des écritures, mais on peut mettre des fichiers, des images, de la vidéo, des données issues d'objets connectés. Mais évidemment, tout ça intéresse à différents niveaux tous les endroits, tous les moments de la chaîne du transport et de la logistique. Je regarde Franck de TransChain. J'ai bon jusque-là ? Exactement, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai envie de rebondir sur l'exemple qu'on a, oui, effectivement, en Afrique, où on est passé j'exagère, mais de pas de téléphone à tout de suite à la 3G. Ce qui leur a permis, par exemple, de faire du paiement mobile avant tout le monde, quasiment. Exactement. Et pour le coup, ils s'emparent énormément du sujet blockchain. Ils ont un réel intérêt. Ça, c'est pour l'aparté. Dans le cas d'usage du transport et de la logistique, normalement, même dans toutes les salles d'exploitation, il y a encore un fax. Il y a un accès également Internet et il y a un ordinateur. Ce qui permet, la technologie blockchain, c'est une technologie démocratique, dans le sens où peu importe le niveau technologique qu'on a au sein de sa structure, qu'on travaille d'un côté, qu'on soit un gros faiseur, qu'on ait SAP ou pas pour citer, ou d'autres gros intervenants, et en face, on est un petit faiseur, on est un indépendant, on a 2-3 véhicules où on a un petit dépôt et on travaille avec Excel. La seule prérogative, c'est d'avoir un accès à Internet. Et cet accès à Internet va pouvoir accéder donc à ce fameux ledger, même si après il y a différentes technologies, mais on va pouvoir communiquer avec la blockchain. C'est dans ce sens-là où la blockchain est démocratique. La seule prérogative, c'est donc cet accès à Internet, qui aujourd'hui est normalement bien diffusé.
Ouais, j'ai juste par rapport à la définition, parce que c'est vrai qu'on parle de tout un tas de termes, mais par rapport à la définition de la blockchain, moi j'ai plutôt l'habitude d'expliquer ça avec une analogie, je vous rassure, qui n'est pas de moi, mais que j'ai trouvé relativement simple, qui est de dire, voilà, imaginez une famille avec le père, la mère et 4 enfants, et dans cette famille, il y a toujours une problématique au niveau des 4 enfants, c'est de savoir qui a fait la vaisselle ou qui ne l'a pas fait. Rigolez pas, c'est souvent ce qui se passe. Et un jour, le père de famille, il en a un petit peu assez, il décide de prendre un tube transparent qui fixe dans le sol solidement, il ferme l'ouverture du tube en haut par 4 cadenas, il donne une clé de chacun des cadenas à chacun des enfants et en même temps, il leur donne un palette de couleurs. Et le jour de la corvée de vaisselle, les 4 enfants sont réunis autour de ce tube transparent, ils ouvrent chacun leur cadenas avec leur clé, et celui pour qui c'est le jour de corvée de vaisselle, il va mettre son palais à l'intérieur du tube transparent. Et bien évidemment, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, les palais vont s'accumuler, et on va pouvoir voir immédiatement qui a fait sa corvée ou qui ne l'a pas fait. Et donc bien évidemment, on a la blockchain, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que les palais de couleurs, on va les comparer aux transactions qui vont être faites. On comprend bien que la sécurisation de la transaction, elle se fait toute seule par le fait que les gens ont eux-mêmes validé la transaction en insérant le palais de couleurs dans le tube et donc en validant la transaction. Et bien évidemment, c'est très difficile à modifier parce que si on veut le modifier, il va falloir déboulonner le tube du sol, vider le tube de l'ensemble des palets pour les redistribuer d'une autre manière. Et bien évidemment, on va voir immédiatement aussi qu'il y a eu une redistribution des palets et que donc il y a eu quelque chose. Et voilà, c'est une analogie qui me plaît bien, moi, en tout cas pour expliquer simplement ce que peut être la blockchain. Surtout n'importe qui aujourd'hui peut faire une copie chez soi de la blockchain. Aujourd'hui, ça fait combien ? Ça fait quelques dizaines de... Ça fait quoi ? C'est de l'ordre du Tera ou quelque chose de ce genre ? Non, pas du tout. Sinon, même pas non. Alors, je suis pas tech, mais du Tera, on pourrait pas le distribuer à... Enfin, ça pourrait pas être démocratique si c'était de l'ordre du Tera. Non, mais alors l'exercice de vulgarisation de la blockchain, pour le coup, et pour m'y être prêté un nombre de fois, il est extrêmement compliqué. Vulgariser la technologie, c'est difficile dans ce sens. C'est comme si maintenant j'essayais de vous expliquer comment fonctionne le protocole TCP/IP que vous utilisez tous en permanence, là même à l'instant que je vous parle, parce que vous êtes connectés à Internet. Je pense qu'il faut... Le débat est toujours assez compliqué quand on parle de blockchain, mais il faut plutôt se recentrer sur à quoi ça va nous servir, comme Internet. Parce qu'en gros, si on fait admettons qu'on remonte dans le temps et on est dans les débuts des années 90, quand les gens commençaient à parler entre eux d'Internet, peu de gens pariaient sur l'éventualité et en tout cas la résultante qu'on allait faire un jour du commerce sur Internet, qu'on allait avoir des données, des échanges, qu'il y aurait des GAFA qui allaient se créer. On en était très loin et aujourd'hui on est exactement à ce même niveau avec blockchain. Donc aujourd'hui les seuls qui ont vraiment une vision à très long terme, ce sont les geeks parce qu'ils maîtrisent la technologie. Et néanmoins, les fédérations de transporteurs... Ils ont acheté du Bitcoin il y a 5 ans. Oui, effectivement. Voilà. C'est moche. On va éviter de parler de crypto-monnaie. Parce qu'il ne faut pas confondre les sujets non plus. C'est une plateforme. La blockchain, c'est une plateforme. Alors évidemment, la première application, ce sont les crypto-monnaies, parce que ça a été créé en même temps. Parce que pour créer Bitcoin, il a fallu créer la blockchain. Mais en fait, faire de la crypto-monnaie avec était quelque chose qui était presque à courte vue, j'ai envie de dire. C'est comme si on avait fait, je sais pas, comme si on avait inventé les protocoles qui gèrent le mail, SMTP et le reste, mais que ça n'avait permis que d'envoyer du texte. Alors qu'en fait, avec ça, on peut envoyer de l'image, de la vidéo, etc. Idem pour les protocoles qui gèrent le web. Mais je pense que l'analogie en termes d'importance, elle est là. C'est qu'avec la blockchain, on a inventé une couche de plus à l'Internet. C'est-à-dire un nouveau protocole fondateur ouvert, qui va permettre de nouvelles applications, exactement comme quand les protocoles qui géraient l'Internet en 90, ils existaient déjà. Pour inventer le web, ça date de 94, et évidemment, on a vu l'importance que ça a pris. La blockchain, c'est pareil, mais il reste à découvrir, j'ai envie de dire, c'est comme les constructeurs automobiles, jusqu'où on ira avec. Mais moi, ma question pour revenir sur Terre, et je sais que c'est un peu compliqué, qui fait des choses déjà aujourd'hui avec la blockchain dans vos métiers? Personne. Est-ce qu'on est purement dans la prospective? Thierry? Non, il y a déjà des solutions qui sont mises en place, notamment... alors, il y a une solution qui est un petit peu fermée, on a du mal à avoir forcément des informations, mais elle existe. C'est notamment entre IBM et Maersk Line qui a mis en place un système de tracing des conteneurs au niveau mondial. Mais en fait, au niveau enfin, Franck, tu m'arrêteras si je me trompe, ou même d'autres si je me trompe, mais au niveau des blockchains qui existent aujourd'hui ou qui sont en développement, on est essentiellement sur des notions de tracking ou de tracing.
que ce soit du tracing alimentaire avec Auchan. Non, c'est Carrefour qui vient de lancer un protocole blockchain pour suivre la traçabilité des poulets. On a des blockchains qui sont mis en place sur la traçabilité du thon. Etc., etc. Donc on est vraiment uniquement sur la traçabilité. Or la blockchain, l'avantage c'est qu'on peut aussi gérer via cette blockchain tout un tas d'autres événements et tout un tas d'autres secteurs qui ont besoin soit d'une automatisation, soit d'une sécurisation, soit d'un partage de données collaboratif. Et c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Et il n'y a pas que la traçabilité en fait qui est à prendre en compte dans la blockchain. Alors, il y a effectivement un point qui est très important et vous avez totalement raison. Tout le monde commence par de la traçabilité et du tracking. C'est ce qui nous paraît le plus évident, notamment en supply chain, ce besoin de visibilité. Cependant, il y a aussi un grand besoin de data quality, la qualité de la donnée. Et ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que on a tous ce problème de la qualité de la donnée entre les différents intervenants. Et le point et ce que va apporter la blockchain, c'est que finalement, dans cet écosystème de confiance, ceux qui vont fournir toujours de la qualité de données très mauvaise vont se faire sortir de l'écosystème. Donc en fait, la blockchain va apporter un cercle vertueux où tout le monde va devoir demain améliorer au fur et à mesure la qualité de données qu'ils fournissent à tout le monde. Car comme vous l'avez dit effectivement au début, lorsque l'on inscrit quelque chose, c'est infalsifiable et c'est là pour l'éternité. Donc effectivement, la qualité de données pour l'automatisation, pour demain aussi la partie machine learning, intelligence artificielle, va être le point fondamental. Effectivement, avec la blockchain, ce qui arrive, c'est une réputation digitale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'envoie et continuellement, si j'envoie de la mauvaise donnée, ben j'ai une responsabilité digitale et à un certain moment, ben je risque, en fonction du type de blockchain bien évidemment, mais je risque d'être exclu du cercle et banni du réseau. Donc ça rentre une nouvelle notion qu'on ne peut plus se défaillir de dire non, je n'ai pas poussé telle donnée parce que la blockchain authentifie clairement, en tout cas dans des blockchains dédiées aux professionnels et B2B, l'émetteur de l'information est clairement identifié et celui-ci peut plus se défausser et de dire non, je n'ai pas envoyé telle information ou tout du moins j'ai envoyé une information de bonne qualité alors qu'on le saura clairement que l'information est de mauvaise qualité. René? May I add something to this discussion? Because transparency, not everybody will be happy with transparency. So there is a large, let's say, psychological thing about it. If we talk about waiting times on delivery, if we get the real data, if we get the trusted data, I don't think everybody will be happy on that. Transport companies will be happy, but the RDC will be confronted with this data. And I think reputation management on the RDC will then evolve, and I don't think everybody will be happy at the start. We will start something. Oui, c'est-à-dire que l'ouverture est un avantage, mais pas toujours et pour toutes les applications. Moi dont le travail est de couvrir la technologie, je sais que j'ai des confrères qui regardent de très très près la supply chain d'Apple, par exemple, parce que ça leur dit plein de choses sur la sortie prochaine des produits ou l'arrivée d'un produit dans le commerce, etc. Mais surtout que c'est quand même un acteur à la fois massif et qui fait de la supply chain extrêmement fine. Ça les a forcés, par exemple, maintenant, quand ils sortent un téléphone, il n'y a plus un carton de téléphone, évidemment, qui quitte la Chine en bateau. Tout quitte la Chine en avion la veille du lancement. Donc évidemment, c'est plus possible de le produire. Mais si tout ça était dans la blockchain, bah, ça deviendrait tout à coup plus lisible. J'entendais une autre marque hier dans un autre débat, rien à voir, qui dit mais attendez, on parle de la blockchain, c'est formidable, c'est ouvert, c'est une plateforme, enfin bref. Mais on a aujourd'hui la RGPD, donc le règlement sur la protection des données personnelles. Et dans ces règlements, on nous dit qu'il va falloir pouvoir effacer des données. Or, la blockchain, elle ne sait pas effacer des données. Elle ne sait qu'ajouter à elle-même. Donc, ça veut dire que... Non, mais c'est intéressant. Et ça veut dire qu'il va falloir une réglementation adaptée. Moi, je vois deux obstacles, pour l'instant, à l'adoption massive de la blockchain comme technologie. Enfin, comme technologie, j'ai envie de dire, unifiée des métiers de la logistique. Il y a des obstacles peut-être réglementaires. Et puis, un jour, il va falloir se mettre d'accord, comme on s'est mis d'accord sur les autres standards de l'Internet d'avant. Mais savoir, c'est quoi la blockchain du transport et de la logistique? Est-ce qu'il y en aura une seule? Ou est-ce que, comme les plateformes qu'on évoquait ce matin, chacun va avoir sa plateforme dans son coin et on va faire en sorte qu'elle puisse se parler d'une manière ou d'une autre? Alors là, il y a trois problématiques. Merci.
La première problématique... Vous êtes prêts pour la politique. Pour revenir par exemple à la supply chain d'Apple, la blockchain permet une confidentialité parce que la blockchain, c'est au-delà d'un registre partagé, il y a aussi une autre technologie qui se greffe naturellement dessus, c'est le chiffrement et plus communément appelé la cryptographie. Donc en fait, avec des jeux de clés cryptographiques, on peut rendre confidentiel l'ensemble des informations. Donc en fait, tout le monde détient l'information, mais seuls les gens qui ont le mot de passe peuvent lire cette information. Donc la blockchain lève vraiment ce problème. On peut rentrer n'importe quelle information et derrière, celle-ci sera cryptée et donc sécurisée. Alors, il y a les détracteurs disent oui, mais si en face, on a un ordinateur quantique qui casse le chiffrement, ceci, cela, bah, tout simplement, en face, on remettra aussi un ordinateur quantique qui chiffrera et ça sera une guéguerre et à chaque fois, ça sera balle au centre et on recommencera la partie. Donc à ce niveau-là, on a ce problème-là qui est réglé. Pour RGPD, effectivement, la blockchain, son principe même, toute information qui est rentrée dans un réseau blockchain est immuable. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le supprimer. Même la personne qui a émise l'information ne peut pas enlever celle-ci. On a déjà des solutions. Des startups, entre autres comme la nôtre, ont déjà réfléchi à des solutions là où on donnerait, toujours sur la cryptographie, des jeux de cryptographie qui permettraient de rendre illisible cette information et ainsi on répondrait à la norme RGPD. Donc ne vous inquiétez pas pour RGPD, on travaille dessus. Ah. Et la dernière des choses, c'est sur les silos numériques quelque part. Hein. Je pense qu'on y reviendra plus tard parce que c'est Non, mais revenons-y maintenant, parce qu'évidemment, vous êtes TransChain, donc vous pouvez dire, non mais attendez, moi j'ai la solution, j'ai inventé une super blockchain, venez chez moi. Le problème, c'est que vous n'allez pas être seul dans ce cas-là. Tout à fait. Alors, moi je suis un des cofondateurs de TransChain et j'ai pas la solution. Dans le sens où seul, on n'arrivera pas. Le fondement même de la blockchain, c'est l'union. Le vieil adage qui dit « l'union fait la force », pour le coup, il fonctionne avec la blockchain. Et c'est quelque chose qu'on a identifié dès le départ. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché des fédérations nationales de transporteurs, entre autres Thierry, pour se dire à un moment donné, on se met autour de la table, on commence à discuter, on commence à évangéliser sur la technologie et mettons-nous d'accord sur un référentiel commun. Et une fois que ce référentiel commun sera posé, moi j'ai juste à le traduire à mes geeks en interne dans le placard dans lesquels je l'enferme parce que c'est de la matière grise très précieuse et leur donner les clés et eux vont coder la blockchain comme le métier le souhaite. Ce matin, j'ai juste cité une phrase de Charles Darwin que je ne vais pas reprendre. Mais il y a une deuxième parce que tout le monde n'était pas là. Bon, alors, la phrase de Charles Darwin avec laquelle je commence en général toutes mes interventions, c'est les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes, ni les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On est clairement, effectivement, dans cette optique-là aujourd'hui. Mais il y a une deuxième phrase qui correspond tout à fait à ce que Franck vient de dire et que nous, on considère comme étant quelque chose de primordial. C'est une phrase d'Henry Ford qui disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Aujourd'hui, il est clair, avec ces technologies numériques et avec, effectivement, tout l'écosystème qu'on a, il est clair que si chacun travaille de son côté, on va se retrouver avec des solutions qui vont fonctionner, mais qui vont fonctionner, je dirais, sur un écosystème relativement réduit, alors que justement tout l'intérêt de la blockchain, c'est d'arriver à avoir l'écosystème le plus large possible, et c'est pour ça que dans le groupe de travail, enfin c'est plus qu'un groupe de travail même d'ailleurs, dans les travaux qu'on mène aujourd'hui à la FNTR, on a aujourd'hui plus de... Tiens, on est au Brésil. C'est original. On est au Brésil, là, c'est bien. Mais je danserai pas. Hein. Et on a donc aujourd'hui, on a un écosystème qui est composé de un peu plus d'une quarantaine. Tu m'arrêtes, Franck, hein, mais on a un peu plus d'une quarantaine d'acteurs, mais qui vont du ministère, la douane, des startups, des entreprises numériques, des transporteurs, bien évidemment des prestataires de services, des entreprises aussi spécialisées dans le numérique et pas des moindres. On a bien évidemment des chargeurs aussi avec des gens qui nous font confiance comme la UTF ou la CGI ou des gens comme ça. Enfin voilà, on a des assureurs, on a des banques. Enfin, il y a vraiment un écosystème et on sent vraiment ce sentiment de vouloir travailler ensemble pour arriver à quelque chose qui va vraiment apporter une solution à un certain nombre de problématiques qu'ils ont aujourd'hui. Et on a vraiment ce sentiment. Au départ, on m'avait dit oh là, c'est ambitieux de vouloir réunir tous ces gens-là. Bah, force est de constater qu'on a réussi et puis ça continue. Et puis depuis qu'on a vraiment officialisé en tout cas ces travaux, bah, on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent ou qui veulent nous rejoindre en tout cas. Ce que je dis toujours, par contre, moi je veux bien que tout le monde nous rejoigne, mais par contre il faut vraiment des gens qui soient motivés et qui veuillent travailler pour effectivement arriver à quelque chose dans un laps de temps qui soit relativement court.
notamment vis-à-vis des travaux avec le ministère dont on a parlé ce matin. Mais voilà, il faut vraiment qu'on ait des gens qui soient en capacité et qui aient la volonté de travailler, tout en sachant qu'effectivement, toutes ces personnes n'ont pas forcément la même maturité technologique les uns et les autres. C'est une bonne question pour Jean-Christophe, justement, Cuvelier. Vos membres aussi, ils ont la... Enfin, on est tellement dans un sujet prospectif. Est-ce que tout le monde a le niveau technique d'abord pour l'aborder, ou est-ce que chacun attend que les autres bougent en premier pour les suivre ? Bon, on a vu que le niveau technique, la blockchain est relativement complexe à appréhender d'un point de vue technique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, et Franck le disait, si on commence à aborder la blockchain d'un point de vue technique, on va perdre tout le monde. Donc il faut vraiment se positionner finalement sur les usages. Qu'est-ce qu'on va faire de la blockchain ? Qu'est-ce que ça va nous rapporter ? Comment ça va transformer notre façon de travailler demain ? Thierry l'a dit avec l'exemple du tube en plastique. Le tube en plastique, c'est quoi ? C'est la transparence. C'est la transparence. Et la transparence, ça génère quoi ? Ça génère de la confiance. Et on sait que quand on fait dans une relation d'affaires, de business, de commerce entre deux parties, qu'est-ce qui prime avant tout ? C'est la transparence et la confiance. À partir du moment où on va mettre en place des blockchains qui vont amener cette transparence et cette confiance, vous allez voir que nos relations de prestataires, pour ceux qui, comme Bolloré, et puis comme moi, entre guillemets, et comme Christophe, Rodolphe, on est finalement des prestataires de services. À partir du moment où on va mettre en place ces blockchains, on ne va plus avoir un rôle de prestataire, puisque le prestataire, il est toujours en train de tout faire pour gagner la confiance de son client et essayer de démontrer à son client qu'il est transparent et qu'il faut faire confiance. La blockchain va mettre à nu tout ça, et ça veut dire que demain, la façon dont on va commercer, dont on va travailler ensemble va être différente. On va non plus aborder nos relations comme des relations de prestataires à chargeurs, mais certainement comme des relations de partenaires, puisqu'on a vaincu cette barrière ou cette suspicion qu'on peut avoir autour de la transparence et de la confiance. Donc ça, pour nous, c'est commencer à se projeter sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de façon de travailler, de comment on va gérer nos relations demain avec nos partenaires. Voilà. Une chose est sûre, c'est que ce qu'on est en train de se dire, c'est que les blockchains, il peut y avoir des blockchains locales qui sont relativement simples à mettre en place parce que avec des acteurs limités et puis des pouvoirs publics à proximité. Par contre, dès qu'on va attaquer des blockchains, notamment sur les supply chains internationales, avec une multitude d'acteurs, une multitude de pays, là, on va s'être confronté finalement à de la standardisation, à l'alignement des pouvoirs publics de tous les pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que tout le monde accepte les mêmes règles et les partage. Et aujourd'hui, nous, au niveau du syndicat TLF, donc vraiment orienté sur l'international, c'est quelque chose sur lequel on est en train d'œuvrer. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de participer de façon active dans les commissions internationales pour arriver à faire en sorte que tous les acteurs arrivent à se mettre d'accord pour des protocoles, pour des échanges documentaires. On n'échange plus de documents, on échange des données pour avoir des standards, et surtout que les autorités administratives et les autorités, les pouvoirs publics, entre guillemets, reconnaissent les éléments de la blockchain. Sans les pouvoirs publics, pour certaines activités comme la nôtre, ça sera difficile de déployer des blockchains. Rodolphe ? Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Christophe, et en même temps sur la notion de données sécurisées, la possibilité de donner accès à cette donnée à tout le monde ou pas. La réalité, je pense que c'est surtout le client qui va décider, et ce sont nos clients qui vont décider de savoir s'ils ont besoin de la donnée ou s'ils n'en ont pas besoin. Donc le débat, il va pas véritablement se faire, et c'est le client qui va choisir. Alors moi je voudrais préciser ce qu'a dit Jean-Christophe avec des exemples assez concrets dans nos métiers. Donc sur une plateforme de mise en relation comme la nôtre, la notion collaborative, elle intervient sur la notation de la prestation de transport. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur une prestation, sur un transporteur, il va être noté par ses clients. Et ces clients, ça va pas être 2-3 clients habituels, ça va être 200, 300, 700 clients qui vont utiliser cette plateforme et qui vont le noter. Ça permet d'avoir un arbitrage clair et un niveau de qualité et un niveau de mise en confiance qui va être le plus important possible. Le but des plateformes comme la nôtre, c'est de renforcer la confiance vis-à-vis de nos clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans un métier qui reste aujourd'hui assez opaque, avec de la sous-traitance multiple, de la sous-traitance en cascade, avec des informations sur les transporteurs qu'il est difficile d'obtenir. Demain, avec la blockchain,
on va avoir un degré de mise en confiance et un degré d'information à pouvoir communiquer à nos clients qui sera sans commune mesure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire je saurai que tel transporteur ou que telle prestation que j'ai payée a été sous-traitée 1, 2, 3, 4 fois. Je saurai qu'elle a été faite par tel ou tel transporteur. Je saurai que ce transporteur, qui était l'intermédiaire entre le 3e et le 4e, n'avait pas signé mon protocole de sécurité pour rentrer sur mon site du 51, enfin à Saint-Quentin-Falavier. Donc toutes ces données qu'on va avoir sur l'historique des prestations de supply chain, de A vers B, vers C, vers D, etc., vont être conservées et vont permettre de donner un niveau de qualité et un niveau de confiance très très important pour le client. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va permettre aux entreprises de transport de se recentrer sur ce qu'elles savent faire, de travailler leurs compétences, de travailler la qualité de leurs services, et le reste va être noté par la communauté dans son ensemble. Donc c'est une espèce finalement enfin noté, c'est plus qu'une note, c'est une trace de toutes les actions des différents acteurs et des différents prestataires. Donc c'est une révolution majeure. Bon, il faut quand même rappeler qu'on est purement dans de la prospective, hein, même si on a quelques acteurs qui démarrent, hein, avec aussi l'ICMR, aussi Dashdok, qu'on peut citer. Mais derrière cette notion d'information, elle est capitale. Voilà. Et à mon sens, c'est le client qui va la mettre en avant. Alors, oui, effectivement, des scénarios comme ceci pourront exister demain. Néanmoins, on n'est pas tout à fait non plus dans la prospective, parce que je vous invite à rendre visite au Smart Hub là derrière. On va vous montrer vraiment ce que c'est des blocs quand ils se valident. Donc on est sur du concret. Et pour le coup, le cas d'usage qu'on a fait, c'est un industriel qui rentre de la marchandise, un lot de marchandises dans sa blockchain, et qui après donne la prestation de service à un 3PL ou 4PL, peu importe. Et nous, on a décidé que le 4PL voulait protéger son business. Donc c'est-à-dire que le commissionnaire ne veut pas donner ces informations à son client, et il veut aussi protéger son portefeuille de sous-traitants, d'affrétés. Et ainsi, dans la blockchain, tout reste anonyme. Néanmoins, si l'industriel a un problème sur un lot, comme il y a eu beaucoup de scandales ces derniers temps, eh ben, je vais vous vulgariser la chose. En gros, il a un gros bouton, alerte, il appuie, et le sous-traitant qui a à ce moment-là la possession de la marchandise est alerté. Il ne sait pas que c'est l'industriel un tel qui l'a alerté. En tout cas, il vient de recevoir un ordre comme quoi il doit arrêter sa prestation. Peut-être qu'il a un message de retour, peu importe, c'est la règle qu'on souhaite donner. Mais en tout cas, pour vous donner une notion que la blockchain va recentrer les négociations entre industriels, entre donneurs d'ordre et prestataires logistiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir redéfinir ensemble et en fonction des règles qu'on aura rentrées, on va pouvoir aussi négocier les prix qu'on souhaite. Parce que plus on veut de transparence, plus à la limite, il faut que la prestation coûte cher. Et à l'inverse, plus le commissionnaire pourra protéger son métier, plus il pourra vendre une prestation moins chère. Est-ce que vous êtes persuadé quand même que cette industrie peut tout à coup switcher vers la blockchain en ne touchant à rien du reste? Parce que je vous préviens, j'ai plein d'autres exemples pour lesquels ça n'a pas fonctionné. En fait, sur la partie purement IT, sur justement ce qu'il faut amener pour pouvoir communiquer avec la blockchain, je dois dire qu'en fait, on n'a pas grand-chose à changer. Puisque finalement, ça reste, si je vulgarise, Franck, tu m'arrêtes, ça reste de l'interface. Ça reste à un moment donné un système que l'on a, qui travaille aujourd'hui, qui va à un moment s'interfacer comme on le ferait avec un partenaire derrière. Donc en fait, aller sur la blockchain et se dire on lance un programme blockchain, c'est pas si dur que ça. Il faut juste trouver effectivement la bonne communauté de confiance, le bon écosystème, mais fondamentalement, un prototype peut être lancé très rapidement. Derrière, par contre, ce qui est intéressant, et c'est la notion de confiance, on a oublié un message à l'intérieur, c'est tous les objets connectés qui demain vont pouvoir se blockchainer. Et lorsque, par exemple, vous aurez un litige, parce que votre boîte, elle a tapé sur le camion parce que c'était mal arrimé, et bien un objet qui va détecter le choc à tel endroit, à telle heure, on va pouvoir retracer tout de suite la chaîne de responsabilité. Ou le tracker qui n'était pas au bon endroit au bon moment. Qui n'était pas au bon endroit. Quand le conteneur s'est ouvert, c'était pas forcément dans un port, c'était ailleurs. Et effectivement, tout ça, on va pouvoir automatiser un certain nombre de dossiers, notamment tout ce qui est les dossiers de claims, et donc d'être beaucoup plus proactif en interne et pour nos clients. Donc la notion de confiance aussi arrive ici. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que l'autre promesse de la blockchain, c'est que c'est à la fois un réseau d'échange de données, mais sur lequel on peut aussi faire transiter du paiement.
C'est-à-dire que tout à coup, le client final peut dire « ça y est, mon carton d'iPhone est arrivé dans mon magasin, très bien, je valide ». Et tout à coup, tous les autres acteurs qui étaient en amont dans la chaîne vont pouvoir, eux, soit être payés directement, soit se payer entre eux. Enfin, vont pouvoir recevoir le signal qui dit « c'est bon, la transaction est finie, parfaite et tout va bien ». Mais dans les cas d'usage, par exemple, typiques qu'on pourrait envisager, on considère effectivement que la lettre de voiture électronique est la colonne vertébrale un petit peu d'une blockchain un peu plus globale. Mais effectivement, dans le cas où on a cette lettre de voiture électronique et qu'on a la validation de la livraison en bon état ou pas d'ailleurs, peu importe qu'il y ait des réserves ou pas, mais à partir du moment où on a la validation par l'authentification et la transmission de la signature et des documents entre les différentes parties, on peut tout à fait envisager qu'on ait, on va appeler ça vulgairement un smart contract, qui va pouvoir déclencher dans un premier temps soit effectivement la facturation de l'opération, mais on peut même aller beaucoup plus loin que ça. On peut même aller déclencher le suivi du règlement et s'assurer qu'effectivement le règlement va être effectivement fait dans les délais. Et au-delà de ça, même si on a par exemple un litige, on peut très bien, via aussi un autre smart contract, on va aussi déclencher la gestion et le déclenchement du dossier litige avec les assureurs, et on va pouvoir suivre toutes les étapes du traitement du dossier litige jusqu'au règlement du dossier litige. Donc c'est vraiment quelque chose qui va apporter... Alors on parlait de transparence, je voulais juste te dire une petite chose, parce que j'ai juste une petite réaction. Ce qu'il faut juste quand même bien comprendre aujourd'hui, c'est que dans le transport, quel que soit le type de transport, que ce soit un commissionnaire, un transporteur routier, un transporteur aérien. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on transporte beaucoup plus de données que de marchandises elles-mêmes. Et que c'est là qu'intervient effectivement l'intérêt de la blockchain dans le domaine du transport et de la logistique. Quant à la notion de notation, ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu gêné, parce que justement l'intérêt de la blockchain, c'est aussi quelque part d'avoir des transactions qui soient anonymisées justement. Et donc la notion de notation me gêne, parce que on voit bien dans des solutions, qui ne sont pas forcément des solutions blockchain, mais on le voit par exemple dans des, comment ça s'appelle, les trucs d'échange de chambres, oui, voilà, d'avis aux consommateurs. Ah oui. On a quand même un certain nombre de dérives qui sont dues à ces notations, moi qui me gênent personnellement. Après, effectivement, est-ce que ce sera gérable ou pas dans un système de blockchain? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce système de notation qui me gêne. Non, mais quand je parle de notation, je dis justement que plutôt que de donner un caractère arbitraire à la note qui aujourd'hui est donnée et qui peut donner lieu à certaines dérives, là, l'inviolabilité de l'information transmise par la blockchain permettra de dire, bien oui, ce transporteur a un taux de litige, un taux de performance qui est de X%. Et il n'y aura pas de débat, et il n'y aura pas de note à donner. Donc c'est quelque part transférer la notion collaborative d'avis, d'appréciation d'une qualité sur un caractère véritablement objectif. Et en ça, c'est véritablement très intéressant, c'est passionnant. Jean-Christophe ? Donc on a l'objectivation de la note, ça c'est clair, c'est-à-dire que ça ne sera plus quelque chose de... Voilà, on ne pourra pas le critiquer, entre guillemets, elle sera très objective. Ce que moi je vois au niveau de la blockchain dans notre profession, en tout cas dans la profession du transport et puis du forwarding, et je pense aussi chez les chargeurs, c'est des gains de productivité phénoménaux. C'est-à-dire que ce qu'on voit arriver devant nous, c'est des gains de productivité qui vont complètement transformer nos relations, qui vont nous permettre aussi de regagner un certain nombre de points de profitabilité. Qui va nous permettre de réinvestir, de rechercher, enfin de recréer des produits à plus forte valeur ajoutée pour mettre sur le marché. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très vertueux, au-delà de la transparence, au-delà de la confiance, c'est de se dire que finalement, on a devant nous des gains de productivité phénoménaux qui vont nous permettre de nous repositionner sur les marchés. René, I'll come to you for one thing, because alors on parle beaucoup d'expérimentation et de prospective, mais René c'est l'un des rares dans cette pièce qui lui fait déjà de la blockchain. Alors il fait de la blockchain comme le bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire que comme Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. You were doing blockchain without knowing that it was blockchain with ECMR. Yeah, we started the legislation in 2004 with the United Nations, and in 2008 the ECMR protocol came along. And it's all about trust, the ECMR protocol. It says you have to have consent about the proof of delivery. So it was blockchain avant la lettre, I would say.
And there's another thing I would like to mention, and that is identity management. We are talking about sharing data. Where most of us are talking about data quality, sharing data, but it's also about who is going to deliver what. What kind of a transport company is going to deliver, and does he have the right diplomas, and does he have the access to this addressee? We now have in the Netherlands, we have this cargo card. In whole Europe, we have several cargo cards, but we could solve this problem with blockchain by accepting the cargo cards from one each other on the blockchain. It's interesting, enfin pardon, je vais switcher en français. C'est intéressant de voir à quel point tout le monde prend la blockchain et la plaque sur le problème qu'il a à résoudre, d'authentification, de communication, de plateforme, voire même de paiement pour l'avenir. Vincent Levasseur, chez Bolloré, il y a quand même une chose, c'est que vous avez plusieurs métiers et qui sont des métiers connexes de la supply chain au sens large. Quel type d'expérimentation vous allez conduire? Alors, sans tout dévoiler, parce que... Mais si, il n'y a que des amis ici, ça ne sortira pas de Twitter. Il n'y a que des amis confrères dans la supply. Donc effectivement, sans tout dévoiler, il y a des forces au niveau du groupe. Vous savez que le groupe Bolloré est très présent en Afrique. En Afrique, nous avons à la fois la logistique, nous avons le domaine portuaire, nous avons aussi le domaine du rail. Donc finalement, un ensemble d'acteurs qui sont connexes, sur lequel on a un certain nombre de spécificités sur les corridors africains. Et c'est vrai que sécuriser, auditer, rendre transparent dans un certain sens l'arrivée des marchandises et son transport vers le centre de l'Afrique, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Il y a d'autres systèmes, et on en a parlé, au-delà du tracking et du tracing, la volonté de trouver de nouveaux produits et services à partir des données qui sont contenues et sur lesquelles on a un accès au niveau de la blockchain est intéressant. Pour cela, on a un certain nombre d'expérimentations en cours et des questionnements sur l'intelligence artificielle, la prédiction, mais surtout l'intelligence artificielle de confiance. Comment demain, un certain nombre d'algorithmes que l'on utilise aujourd'hui pour faire de l'optimisation de flux pourraient, d'un point de vue innovation et d'un point de vue raisonnement, se mettre sur la blockchain qui est distribuée dans certains pays avec un certain nombre de clés et sur lequel on est capable de faire tourner un certain nombre d'algorithmes. Ça, c'est un sujet de recherche. Ce n'est pas forcément un sujet métier, mais c'est un sujet de recherche, car au-delà de la blockchain, on sait que le prédictif et l'analytique, c'est aussi quelque chose qui est fondamental, notamment sur l'optimisation des flux. Donc d'un point de vue très pragmatique, on a un certain nombre d'expériences, et vous le verrez dans les mois qui viennent, en termes de communication, et c'est vraiment pas des paroles en l'air, Bolloré va beaucoup communiquer dessus. Maintenant, d'un point de vue vraiment recherche, c'est pas uniquement la blockchain, c'est la data science, l'intelligence artificielle et surtout l'IoT. Et être capable de pouvoir, au niveau d'une machine, au niveau du edge computing, de prendre des décisions, même dans un environnement où Internet ne fonctionne pas, sur certaines zones blanches en Afrique. À un moment, il faut pouvoir prendre des décisions et, à un moment donné, envoyer la donnée pour qu'elle soit blockchainée. Donc il y a vraiment un certain nombre de sujets fondamentaux et de recherche que l'on réfléchit, que l'on mène au sein de BTL. C'est un peu, oui, effectivement, c'est un peu le paradoxe de l'aventure blockchain au sein de la supply chain. C'est que déjà, on arrive sur un écosystème qui est vieux, parce que le transfert de marchandises, ça a plusieurs milliers d'années, qui, ces 100 dernières années, a été bien réglementé. Il ne faut pas se leurrer, le transport et la logistique, c'est une caste qui veut protéger son marché, c'est évident. Et c'est pour ça ils se sont tout de suite emparés du sujet. Et quand on a commencé à discuter, entre autres avec la FNTR, on les a alertés parce que nous effectivement, en tant que start-up qui fait de la blockchain et qui fait son propre réseau blockchain, donc on n'est pas en train de se connecter à une autre blockchain, on a identifié immédiatement un triptyque gagnant, et je rejoins ce que disait Vincent, c'est l'IoT, donc ça va être la ressource d'information avec les objets connectés, la blockchain au centre qui va certifier et qui va donner de la confiance et de la valeur à la donnée, et derrière, l'intelligence artificielle qui va pouvoir traiter cette valeur. Et ainsi, en créant des consortiums, des clusters, on se rend compte qu'au final, tout le monde a un intérêt à participer. Là, on est au-delà des grandes théories. Quand on commence à échanger, quand on commence à s'emparer du sujet blockchain, là, tout d'un coup, on a des nouvelles idées qui viennent et qui surgissent de jour en jour. Tout ça pour vous dire que la blockchain, en fait, c'est une course.
C'est une course qu'il faut que le métier s'empare. C'est une course de fond, c'est un marathon. Il y en a qui sont déjà partis, que ce soit les fédérations ou d'autres transporteurs. Il y en a qui vont partir un peu plus tard, mais qui vont mettre plus de moyens et qui vont les rattraper. Et il y en a qui vont vraiment partir en retard. Et là, on revient à Darwin. Et j'ai peur que ceux-ci en pâtissent sérieusement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la qualité de la donnée, on l'a insisté dessus un peu auparavant. Je pense que c'est la clé. C'est-à-dire que sans qualité de données, j'ai envie de dire, on n'est pas éligible à la blockchain. Si on n'est pas éligible à la blockchain, on est sorti des marchés. Donc il faut bien que tout le monde prenne conscience que l'enjeu de notre profession, en tout cas l'enjeu du monde du transport, de la logistique, c'est un enjeu autour de la donnée. C'est-à-dire que tous les enjeux de demain vont tourner autour de la bonne donnée, une donnée propre, la capacité à la transmettre, la capacité à l'échanger et être éligible à des processus de type blockchain. Si on n'est pas éligible à la blockchain, bah c'est mort. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas commercer, on ne pourra pas faire d'affaires. Les entreprises qui ne seront pas, elles vont mourir. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une transformation sans précédent sur nos métiers. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Là, aujourd'hui, on parle effectivement des échanges entre un client, un transporteur ou un commissionnaire. Mais il ne faut pas oublier non plus un acteur important qui est l'administration globale, qu'elle soit ministère, douane, etc., qui, elle, a besoin aussi d'avoir une garantie d'intégrité de la donnée. Et grâce à cette blockchain, effectivement, enfin, grâce à ces blockchains ou ces blockchains, on va pouvoir effectivement confirmer à l'administration, dans le cadre de contrôle ou dans le cadre de simplement de vérification, que la donnée qu'elle va vérifier à un instant T, c'est bien la bonne donnée. En tout cas, c'est la donnée qui a été transmise. Bonne donnée, ça après c'est autre chose, mais en tout cas, c'est la donnée qui a été transmise. Et que l'intégrité de cette donnée est garantie à 100%. Et ça, c'est le plus important aussi. Donc, il ne faut pas oublier non plus la relation avec l'administration. Et nous, on est ravis de voir que l'administration et le ministère s'est emparé du sujet, qui nous pousse des problématiques, entre autres des problématiques qui sont liées également au monde du transport et de la logistique, mais qui ne sont pas du tout dans ce cas de transfert et de traçabilité. Parce que qu'on remette un peu juste les choses, en fait, la traçabilité dans le monde de la blockchain et de l'écosystème de la supply chain, on peut le comparer, on peut refaire l'analogie à Internet, c'est l'équivalent du mail. Quand le mail est apparu, c'est grâce au protocole Internet et le mail a été le premier applicatif qui a été diffusé en grande masse grâce au réseau Internet. La traçabilité, c'est exactement la même chose que disait avant Vincent, on commence par là. En revanche, là, on se rend compte que les administrations sont en train de nous pousser des questions et auxquelles il est technologiquement très intéressant de répondre. Et il va y avoir aussi également des nouvelles formes de collaboration, et je m'engage là-dessus, des nouvelles formes de collaboration entre les entreprises du secteur de la supply chain et les administrations. Donc on ne va pas faire que la supply chain collaborative, on va faire aussi de l'administration collaborative. Bien, il nous reste juste une question. Bien sûr. Ça peut réduire nos impôts, tout ça, s'il n'y a plus besoin d'organismes indépendants qui certifient les données, puisqu'elles sont certifiées d'office? Alors tout à fait, oui. Si vous investissez dans une start-up, vous pouvez défiscaliser vos impôts. Juste une petite chose aussi pour parler d'impôts, notamment au Mexique par exemple, pour ne parler que de ce pays-là qui est très en avance sur le numérique. Les gens qui envoient leurs factures numériques à l'administration, qui échangent numériquement avec l'administration ou qui payent un certain nombre de choses comme des péages, bénéficient d'une réduction d'impôts. Je vous rassure, ça m'étonnerait qu'on arrive à ça en France tout de suite, parce qu'on est plus dans l'augmentation des impôts plutôt que dans la réduction. Mais bon, on ne sait jamais, on peut rêver. Bien, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, vous inquiétez pas. Levez-vous. Mais on va vous donner un micro. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre dos. Ah, vous êtes deux dans le même axe. Alors, monsieur d'abord. Voilà. Présentez-vous et on vous écoute. Bonjour, Melody Mahboubi, je suis directeur supply chain d'une structure de distribution au Maroc. Et j'ai essayé juste à travers vos interventions de comprendre un peu plus la blockchain. Et j'ai essayé de la résumer peut-être à l'émergence d'une intelligence collective, de par un effet collaboratif qui soit assez poussé, et qu'à la fin, en fait, l'élément tout seul s'écrase au service du système. Est-ce que c'est bien, ça peut être un résumé de cette situation ou pas? Si oui, à ce moment-là, un gros problème qui va se poser, c'est les groupes qui comptent sur leur supply chain pour faire la différence aujourd'hui et faire un avantage compétitif. Demain, ce modèle va être obsolète, en quelque sorte.
Deuxième question, on a parlé beaucoup de la qualité de la donnée. Est-ce que, à un moment, vous avez dit que la qualité de la donnée, c'est une entreprise n'a pas la qualité requise, ne peut pas intégrer la blockchain. Est-ce qu'on peut voir les choses dans le sens inverse ou dire que la blockchain pourra offrir une garantie, une sécurisation, une qualification de la donnée pour justement un petit groupe? Je prends juste l'exemple des adresses, par exemple. Un petit acteur ne peut pas géocoder toutes les adresses. Par contre, si on peut lui offrir un référentiel géocodé, là, on lui donne la possibilité d'accéder à un service et du coup, en fait, finalement, il peut jouer avec les grands sur un sujet. Donc, merci. Alors, qui veut répondre? Alors, sur la question un petit peu de l'obsolescence des premières blockchains qui vont sortir, oui, effectivement, les premières blockchains qu'on est en train de développer vont être obsolètes tôt ou tard. Ça, c'est fatal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, néanmoins, les premières blockchains, les premiers cas d'usage qu'on utilise et qu'on met sur la blockchain, le retour sur investissement est palpable. Donc, on n'est pas dans des expectatives là où on pourrait dire que c'est du mécénat d'investir dans la blockchain. Et je rebondirai également sur le fait que je vous ai dit que c'était une course de fond et qu'à un moment donné, vous pouvez partir quand vous voulez. Ça, c'est pas le problème. Mais je vous invite à vous préparer à partir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, sur le référentiel, oui, effectivement, des adresses. Est-ce que quelqu'un demain devra vendre ce service pour un référentiel d'adresse? Est-ce que quelqu'un voudrait payer pour se connecter à une adresse IP d'un autre? Est-ce que quelqu'un voudrait payer pour consulter le bottin et savoir que les rues ont été nomenclaturées de telle et telle manière? C'est une question que je laisse volontairement ouverte. Pour ma part, moi, je ne voudrais pas payer pour ça. L'accès à la donnée sera gratuit. C'est ce qu'on fera de la donnée qui sera payant. La donnée, je pense qu'elle elle doit être mise à disposition de la collectivité. C'est un bien qui peut être commun. Alors peut-être pas toutes les données, mais en tout cas une grande partie des données doivent être en accès gratuit. Ensuite, à nous d'inventer des modèles économiques pour rémunérer des applications ou des usages à valeur ajoutée autour de la donnée. Question suivante. Il y avait un monsieur derrière. Non? Levez-vous, on va vous donner un micro. Regardez, ça arrive, c'est derrière vous. Présentez-vous. Donc, merci pour les interventions. Antoine, ingénieur ERP. Actuellement, on parle de challenger. Donc, en rendez-vous B2C, et on parle beaucoup de notation. Avec des productivités et l'optimisation en termes de croissance et de développement. Et donc, il y a un potentiel de confidentialité avec la blockchain, d'authentifier. Donc, on a des preuves de livraison, on a des gages. Donc, en B2B, où en est la notation? Et normalement, on a des réserves quand on a une palette qui est cassée ou quoi que ce soit sur les BL. Donc, quelle est votre anxiété? Parce que j'ai senti un peu d'anxiété sur certaines personnes. Donc, normalement, on a un suivi des sous-traitants, c'est ce que vous disiez. Donc, on a une chaîne logistique. Donc, si on a une notation de tous les partenaires, normalement, la blockchain, moi, je sais ce que c'est. Je suis quelqu'un qui connaît vraiment les réalités concrètes. Donc, les réalités concrètes, c'est quoi? C'est la réception. On fait une réserve. Et c'est là où on note son partenaire et on dit, vous avez mal livré. Donc, maintenant, les informations, elles doivent être justes. Les données doivent être fiables. Et pour avoir des données et pour avoir de l'intelligence artificielle sur des domaines où on a des objets qui valent très cher, on parlait d'Apple, etc., là, on a besoin d'une notation. Donc, voilà, où est la logique? Alors, juste pour vous répondre par rapport à la livraison, je suis d'accord effectivement que c'est une des parties les plus importantes. Maintenant, quand on prend l'exemple de la lettre de voiture électronique, encore une fois, on ne parle pas que de la dématérialisation d'un seul document, on parle de la dématérialisation du process. Donc, bien évidemment, si jamais on a une palette qui arrive cassée, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, de toute façon, aujourd'hui, tout se passe avec ce genre de petit appareil que vous avez au moins tous, je pense, au moins dans votre poche, ou des tablettes ou de l'informatique embarquée.
On a la possibilité de prendre des photos, on a la possibilité d'émettre des réserves, et ces opérations-là se font de toute façon avant le processus de signature à la livraison. Et donc à partir du moment où il y a des photos et des réserves, comme sur une lettre de voiture papier, mais d'une manière beaucoup plus précise, cette fois, sont faites, ces informations-là sont transmises à l'ensemble des acteurs, donc expéditeurs, destinataires et transporteurs. Et donc la réaction par rapport à ces opérations dues à ces réserves, elle peut être et elle doit être immédiate. C'est ce que ça va permettre, on est bien d'accord. Donc ça, c'est une chose qui est très très importante. Maintenant, encore une fois, la notation, ouais, ok, d'accord, mais encore une fois, est-ce qu'on va avoir cette notation? Moi, je suis pas pour ce genre de notation. À partir du moment où quelqu'un fait bien son travail, il n'a pas besoin d'être noté. Et si les gens ne font pas bien leur travail, et il y en a, bah, les gens le savent de toute façon à un moment ou à un autre. Donc est-ce qu'on a besoin vraiment de notation? Moi, j'en suis pas sûr. Par contre, on a besoin effectivement de cet échange d'informations en temps réel, de manière à ce que la réaction, et donc non seulement la réaction, mais la qualité de service apporté aux clients soit plus grande. Parce qu'aujourd'hui, bah, dans certaines entreprises, quand vous utilisez des lettres de voiture papier, ce qui reste encore une fois aujourd'hui la majorité des cas, bah on est obligé d'attendre que le conducteur revienne à son entreprise pour donner la lettre de voiture, et c'est bien souvent là qu'on se rend compte qu'il y a eu des réserves de prise. Alors que là, on est en temps réel. Et la blockchain rajoutée à ça va permettre encore plus de traitements automatisés sur la gestion des litiges. J'ai répondu à votre question ? Oui, alors d'abord, effectivement, M. Rue a raison sur la partie BL et sur la partie données. En fait, la blockchain apporte une certification en fait, de l'événement qui est arrivé. Donc, il n'est pas là pour donner un avis ou pour dire si c'est bien ou mal. C'est il y a eu litige, il y a plusieurs photos qui ont été prises d'une palette abîmée. S'il y a plusieurs acteurs qui l'ont constaté, au moment où ce constat est fait, il est infalsifiable. Donc ça déjà, c'est la première base. Après, la notation, oui, aujourd'hui, on est dans des systèmes de notation où c'est du collaboratif enfin, c'est une multitude d'acteurs qui vont noter un seul acteur. On arrive à un autre niveau avec la blockchain. On arrive à un taux de performance. Donc on n'est plus sur du rating 4 ou 5 étoiles, on est sur un taux de service et un taux de prestation. Et comme on sait que la donnée derrière est précise et qu'elle est infalsifiable, ce taux de performance, lui, il a une véritable valeur. Vous dites aujourd'hui, s'il faut dire plutôt que de dire qu'un transporteur a 4 ou 5 étoiles et que c'est à la fois Auchan qu'il a noté, Suez, L'Oréal ou un autre acteur, ce qui est déjà pertinent, hein, ce qui peut même être parfois quand même plus pertinent qu'un cahier des charges à respecter. Hein. Si 200 acteurs ont donné une bonne appréciation, ça a plus de valeur qu'un seul ou deux. Après là, on n'est plus du tout dans ce genre de notation, on est dans ce transporteur a eu sur les 100 dernières expéditions un taux de litige de 4%. Là, on est sur une donnée qui est réelle, qui est infalsifiable et qui a quand même une véritable valeur aujourd'hui, justement pour différencier les acteurs. Alors après, charge à chaque acteur d'être le meilleur possible. Mais en tout cas, cette note, parce que ce taux de performance reste une note, lui sera, incritiquable. Voilà, ce sera un vrai constat de la réalité. Bien, malheureusement, le temps nous manque. Je voulais remercier tout notre panel pour avoir échangé avec nous sur leurs projets et leurs convictions sur un sujet dont je pense on sera appelé à reparler l'année prochaine, l'année suivante et les années successives. Merci à tous. Très bonne fin de journée.